Salut à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo et j'ai plein de livres à vous présenter. Donc je vais commencer très vite. Donc là c'est les livres que j'ai lus pendant le mois de juin. J'ai énormément lu parce que j'étais en vacances. Tout d'abord j'ai lu Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. J'en avais entendu parler quand il était sorti en grand format et il me tentait beaucoup. Le résumé est assez mystérieux. On va parler de Rosemary, donc, qui est une jeune fille à peu près comme les autres, sauf qu'elle, sa particularité c'est qu'elle parle énormément, elle parle tout le temps et on sait pas vraiment pourquoi. Et ce qu'on sait c'est que sa famille est très particulière, donc il y a une caractéristique qui nous est cachée au début du roman et qu'on va découvrir à peu près au milieu, qui va vraiment retourner la situation. Donc évidemment je peux pas vous dire ce que c'est. Ce livre c'est vraiment, j'ai remarqué par rapport à ce que j'ai vu un petit peu sur internet, c'est un livre qui divise énormément, donc soit les gens adorent, soit ils trouvent ce livre très chiant et l'abandonnent. Moi je suis partie des personnes qui l'ont beaucoup aimé. Le retournement de situation je l'ai pas vu venir du tout, j'ai trouvé ça très intelligent, très bien fait, et ça touchait le lecteur, enfin en tout cas moi ça m'a touché exactement à l'endroit qui était prévu. J'ai l'impression que tout était vraiment fait pour ça, c'est vrai qu'on s'y attend pas et le personnage paraît extrêmement banal. C'est ce qui a gêné beaucoup de lecteurs. Elle est un peu agaçante parce que c'est quelqu'un qui est peu sûre d'elle et elle se cache, donc Rosemary se cache énormément de choses et comme on est dans sa tête, et ben indirectement elle nous cache des choses et au début on a un peu du mal à voir où cette histoire va, où vraiment est l'intérêt de l'histoire parce qu'elle raconte des choses qui sont quand même assez banales, mais finalement quand on se rend compte du caractère hors du commun de cette famille, j'ai trouvé ça très beau. Ça en dit beaucoup sur ce qui fait une famille, l'humanité, l'amitié, l'amour qu'il y a entre les différents membres d'une famille malgré les différends, etc. J'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment intelligent. Donc voilà, je vous le conseille, peut-être que ça vous plaira pas, comme j'ai l'impression que c'est un peu une chance sur deux, mais j'ai bien aimé prendre ce risque et pour moi ça a été vraiment une réussite. Ensuite j'ai lu Je me suis tue de Mathieu Ménégo, qui est un livre très court pour le coup, qui fait un peu l'unanimité. C'est vraiment ce genre de livre, coup de poing que vous lisez en un jour. C'est l'histoire de Claire qui un soir, donc par le plus grand des hasards, se retrouve à rentrer seule chez elle à Paris, donc dans la rue, et il va lui arriver quelque chose d'horrible, de très choquant, qui va la faire complètement dégringoler. Donc à partir de cet événement que je ne révélerai pas non plus, sa vie va vraiment sombrer dans quelque chose d'horrible et tous ces petits événements vont s'enchaîner et on va retrouver notre personnage principal. Claire du présent raconte ce qui lui est arrivé à partir de cette nuit jusqu'à aujourd'hui et comment elle en est arrivée à cet endroit-là, parce que c'est un sujet abordé qui est très grave, qui est choquant. Voilà, moi j'ai pas été aussi choquée que je le pensais, parce que c'est vrai qu'on me l'avait un peu vendu comme une énorme claque, etc. Mais c'est vrai que c'est un livre, voilà, qui vous retourne, qui vous met très mal à l'aise. J'ai été assez soulagée de le fermer. Mais voilà, c'était vraiment une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un recueil de poèmes de Rilke, donc en anglais. Je vais pas parler de ce livre-là, donc voilà, parce que je ne me souviens pas très bien déjà. Et il m'a pas mal plu, donc j'ai noté quand même des poèmes. Ça veut dire que voilà, j'ai quand même aimé certains passages, mais c'est vrai que beaucoup de poèmes m'ont échappé. Je pensais pouvoir lire de la poésie en anglais, parce que j'avais lu d'autres poèmes qui m'avaient énormément plu et que j'avais très bien compris, mais c'est vrai que voilà, là c'est vraiment un niveau totalement différent et je me suis vraiment rendu compte en lisant que j'avais pas le niveau suffisant pour pouvoir comprendre à 100% ce livre-là. Voilà, certains passages m'ont touché, mais vraiment 3/4 du livre m'a complètement échappé, notamment voilà, la barrière de la langue. En plus c'est de la poésie, donc c'est pas du tout un genre que je connais bien, avec lequel je suis à l'aise, donc voilà, c'était trop de barrières, donc c'est un peu dommage. Je vais quand même le garder parce qu'il y a certains passages qui m'ont plu et je pense que quand je serai un peu plus à l'aise, je le relirai tout simplement, parce qu'il y a vraiment des bonnes choses. Encore de la poésie, cette fois-ci c'est Salsa de Yu et cette fois-ci en français. C'est une poète, il me semble qu'elle vient de Chine, de Taïwan, un truc comme ça, qui écrit donc de la poésie, je vais appeler ça contemporaine, mais
peut-être que je me trompe totalement dans le terme parce que encore une fois je n'y connais absolument rien, mais c'est des vers qui sont qui rentrent dans aucune catégorie, c'est écrit très librement, parfois elle va pas du tout à la ligne, le découpage est assez particulier, ça ressemble presque à de la prose par moment. J'ai trouvé ça extrêmement beau, je pourrais pas vous dire de quoi ça parle parce que vraiment je ne m'en souviens pas, mais je sais que j'ai noté plein de poèmes, que j'avais jamais lu de la poésie comme ça. C'était très inhabituel, mais j'ai vraiment apprécié être surprise. Ensuite, j'ai lu La mort heureuse de Albert Camus, qui est un roman, si je ne dis pas de bêtises, qui a été publié longtemps après ses autres œuvres, et qui n'a pas été publié. Il me semble qu'il était mort quand ça a été publié, parce que c'est un peu un brouillon. C'est un roman qui n'était pas censé être publié. Il ressemble énormément à L'étranger, beaucoup plus connu. Et si je me souviens bien, il a commencé à écrire ce livre-là. Il n'est pas allé jusqu'au bout, il l'a mis de côté, et il a écrit L'étranger, donc il a repris quelques bases de La mort heureuse pour écrire L'étranger, qui pour le coup a été publié, qui a eu énormément de succès, etc. Donc c'est vrai qu'on reconnaît beaucoup d'éléments de L'étranger dans La mort heureuse, notamment le personnage principal, Meursault qu'on retrouve, cette ambiance très particulière, très froide, ce personnage qui est totalement extérieur à l'environnement, à son environnement, qui se sent étranger du coup au personnage qui l'entoure, quelqu'un de très malheureux. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, pareil, c'était vraiment très inégal comme livre. Alors vous voyez que j'ai quand même pas mal de passages parce que c'est vraiment bien écrit, enfin, on retrouve quand même le style d'Albert Camus que personnellement j'aime beaucoup. On retrouve des tentatives, des idées qu'il a continué de développer dans L'étranger. Malheureusement c'est vrai que c'est moins abouti, mais là je vais encore dire des évidences étant donné que c'était pas un livre qui était censé être publié, donc bien sûr que c'est moins abouti. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, on sait pas vraiment où donner de la tête et en même temps c'est pas très approfondi, mais il y a ces idées là qui sont déjà présentes avant L'étranger, qui sont très belles, très intéressantes, et même si parfois il part très loin parfois, dans des envolées un peu, pas lyriques, mais il se laisse un peu emporter par ses idées. Mais j'ai bien aimé, voilà, trouver un petit peu les vestiges de L'étranger à travers ces pages. Donc vraiment, je vous le conseille pas du tout pour commencer Albert Camus, vraiment pas. Mais si vous avez déjà lu L'étranger, que ça vous a plu, que vraiment Albert Camus vous intéresse, je trouve que c'est voilà, c'est intéressant de le lire et de comprendre un peu mieux d'où il est parti. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de La Basse Miroir, donc La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Je vais pas du tout m'étaler étant donné qu'on a vu à peu près 3 milliards de critiques de ce livre, enfin d'avis sur ce livre, étant donné qu'on est quand même assez nombreux à suivre cette saga. Moi personnellement j'avais totalement accroché aux deux premiers tomes, j'étais pas du tout déçue, vraiment. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2 et le 3 pareil. J'ai trouvé un peu plus long, c'est vrai qu'il y a un peu moins de rythme que dans le 2, mais vraiment j'ai adoré suivre Ophélie dans ces aventures là. Je trouve qu'il n'y a pas de perte de qualité du tout de la part de l'auteur. Elle continue de déployer son univers. J'aurais peut-être aimé avoir un petit rappel du tome 2 parce que ça m'échappait un peu et c'est vrai que les tomes sont assez écartés, mais vraiment le mystère qui avait été un petit peu évoqué et bien mis en place dans le tome 2 continue de se dévoiler, et j'ai vraiment hâte de découvrir le fin mot de cette saga. Ensuite, j'ai lu N'oublier rien en chemin de Anne-Sophie Moscovitch. On suit l'histoire de Sandra en parallèle de celle de sa grand-mère Rivka. On suit surtout l'histoire de Sandra qui retrouve les carnets donc, de sa grand-mère qu'elle va lire, donc sa grand-mère qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça va l'obliger donc à retourner à Paris, là où elle a commencé ses études 20 ans plus tôt il me semble, et elle va se remémorer son amour de jeunesse, donc quand elle avait 18 ans, qu'elle a commencé donc des études de droit, et elle a rencontré quelqu'un et ils ont eu une relation assez particulière et ils se sont séparés assez brusquement. Et donc on va suivre en parallèle la vie de la grand-mère après la Seconde Guerre mondiale et Sandra qui va un petit peu revenir sur les traces de son passé, etc. J'ai
beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé ça très très bien écrit. C'est son premier roman il me semble, mais vraiment j'ai adoré la manière dont elle écrivait, c'est très fluide, c'est vraiment très beau. L'histoire de la grand-mère n'a pas une place très importante, ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ce personnage là. Et l'histoire de Sandra, au début j'étais un petit peu sceptique, dans le résumé c'était pas vraiment ce qui à la base m'avait attiré dans le roman. Voilà, elle rencontre un homme assez mystérieux qui va la quitter, on ne sait pas vraiment pourquoi, ça me plaisait pas forcément, mais finalement j'ai adoré cette partie également. Je me suis pas mal retrouvée dans le personnage principal, je l'ai trouvé très crédible, donc voilà, rien que pour ça je vous le conseille, et la partie historique du roman est également très réussie. Ensuite, les planches courtes de Yves Bonnefoy, donc encore de la poésie. Je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas du tout le temps, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, d'ailleurs pour ce livre-là et plein d'autres livres, j'ai écrit des articles dédiés à ces livres, donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est beaucoup plus détaillé. C'est l'histoire du personnage principal qu'on présume être l'auteur, on ne sait pas vraiment, qui après son dernier roman n'a plus d'inspiration et va rencontrer une femme, elle, donc la lettre L, qui va l'aider à trouver des idées pour son nouveau roman et va s'immiscer peu à peu dans sa vie jusqu'à devenir un personnage central et très très inquiétant. Le livre joue vraiment avec cet effet de réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, la réalité et la fiction, parce que c'est vrai que dans le personnage principal on reconnaît Delphine de Vigan, mais on ne sait jamais vraiment si c'est une fiction, est-ce qu'elle a pris des bouts de sa vie et elle les a romancés, est-ce que tout est faux, est-ce que tout est vrai, on ne sait pas vraiment. Même le personnage de elle est extrêmement mystérieux jusqu'au bout, et ce rythme, cette ambiance assez inquiétante, c'est presque un espèce de thriller parce que vraiment ça vous prend à la gorge, et cette relation entre les deux femmes qui devient de plus en plus malsaine finalement m'a énormément plu, m'a tenu en haleine vraiment jusqu'au bout. J'ai trouvé ça très bien fait et également très bien écrit. Ensuite, j'ai lu Carte postale de Grèce de Victoria Hislop. C'est un roman assez particulier dans sa forme. Donc on suit l'histoire de Ellie qui trouve dans sa boîte aux lettres des cartes postales qui ne lui sont pas adressées. Elle va les lire, et donc c'est des cartes postales qui viennent d'un homme qui a fait un voyage en Grèce et qui parle à quelqu'un qu'il a aimé de ce voyage. Et elle va également retrouver le journal de voyage de cet homme, et elle va lire il me semble qu'elle va lire ces histoires. Donc c'est un ensemble de légendes un petit peu qui se passent en Grèce sur les mythes, enfin les mythes, pas les mythes antiques, mais un petit peu des histoires du pays, des légendes entre guillemets plus ou moins réalistes, et qui parlent de cette culture que je ne connaissais pas très bien. Et ensuite elle va se rendre en Grèce pour un peu repartir sur les traces de cet homme et de son journal. J'ai plutôt bien aimé ce livre, c'était pas une très bonne lecture. Les petites histoires étaient assez intéressantes, ça m'a vraiment fait voyager, donc voilà, il y a des descriptions qui sont quand même très belles, en plus il y a des photos dedans. Donc voilà, c'est vraiment un beau voyage, mais l'histoire de Ellie, donc, qui trouve ce journal-là, est vraiment mis à côté. C'est un peu une excuse pour relier ces différentes histoires, mais c'est vrai que le lien est assez faible finalement. Voilà, Ellie, on la voit pendant 10 pages au début du livre, 10 pages à la fin, donc il y a une espèce de dénouement à la fin de l'histoire, mais j'en ai pas grand chose à faire de ce personnage en fait. J'avais lu ces histoires là, mais comme j'avais suivi ce personnage pendant 10 pages où elle trouvait des cartes postales, une espèce de happy end qui est à la fin avec Ellie m'a laissée assez indifférente finalement, parce que voilà, pour moi c'est un personnage qu'on n'avait pas vu et qui m'était assez inconnu, donc ça c'était vraiment dommage. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait 2 histoires en moins et qu'on s'intéresse un peu plus à notre personnage principal. Après, si vous rentrez dans le livre en vous disant que c'est vraiment les histoires de Grèce qui n'ont rien à voir avec le personnage principal qui vous intéressent, alors là je vous le conseille, mais si vous cherchez un roman à proprement parler, vous risquez d'être un peu déçu, comme je l'ai été. Et enfin, j'ai lu Les Armoires vides de Annie Ernaux. Donc c'est un peu comme tous ses livres il me semble, donc j'en ai lu que 2. Mais c'est donc une histoire autobiographique. Elle va parler donc
Au tout début du roman, la scène d'ouverture est assez brutale parce que c'est elle, quand elle avait une vingtaine d'années, qui se fait avorter clandestinement. Donc c'est tout de suite assez violent. Elle écrit de manière très particulière, c'est brut, vraiment, il n'y a aucun sentiment, aucune parole qui est lissée, qui est arrangée pour que ça soit joli à l'oreille ou pour que ça ne choque pas. C'est vraiment balancé sur le papier, on voit qu'elle crache vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Elle parle avec énormément de franchise et de brutalité de ce qu'elle ressent et de son passé, parce qu'elle parle beaucoup de son passé. C'est une petite fille qui vient d'un milieu très modeste. Ses parents s'occupent d'une petite épicerie. Enfin, ils sont très peu cultivés, ils n'ont pas fait d'études. Elle est dans un milieu qui n'a pas accès à l'éducation, à la littérature, etc. Et elle va développer des capacités à l'école qui vont la propulser un petit peu et lui permettre de poursuivre ses études et donc d'être une femme littéraire, de se cultiver, etc. Et elle va vivre sans arrêt dans ce déchirement en fait entre le milieu d'où elle vient et le milieu vers lequel elle tend. Et elle se sent à sa place nulle part finalement. Elle méprise le milieu d'où elle vient, elle a des mots extrêmement durs vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis des gens qui fréquentent, en fait c'est un café-épicerie, qui fréquentent le café-épicerie. Et elle méprise également ses professeurs, les gens lettrés qu'elle rencontre, etc., qui ne sont pas non plus des gens qui correspondent à ce qu'elle est et à ce qu'elle aimerait être. Quand elle parle de ses parents, elle dit à quel point il les dégoûte, qu'elle les méprise, qu'elle les trouve sales. Et c'est assez dur à lire, c'est très très intime ce qu'elle écrit. Elle a aucune barrière, en tout cas c'est l'impression qu'elle donne, d'avoir aucune barrière avec son lecteur, et donc on entre vraiment dans sa tête et dans ses pensées les plus douloureuses et les plus profondes, et c'était vraiment une lecture qui n'était pas facile. C'est pas facile à lire, à suivre, mais c'est terriblement intéressant, c'est vraiment passionnant de sentir qu'il n'y a plus aucune distance entre le personnage, enfin l'auteur et le lecteur. Donc c'est vraiment une expérience que j'ai trouvée géniale. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus en juin. Ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai lus en juillet. J'en ai lu deux parce qu'il y en avait un qui était très long, un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Je me suis un peu fixée comme petit objectif entre guillemets. J'aime bien faire ça, donc quand je suis en vacances, lire un très gros pavé qui me fait envie et que je lirai pas pendant l'année. Donc là c'était Anna Karénine de Léon Tolstoï. Voilà, la grosse bricasse. Anna Karénine, donc ça sera un peu dur à résumer, mais ça parle de plein de personnages différents, dont Anna Karénine qui est mariée avec un homme qu'elle n'aime pas, qu'elle méprise. Et en parallèle on suit aussi la vie de Lévin, qui est un personnage un peu marginal. Il fait partie de l'aristocratie, donc ce livre parle essentiellement de personnages qui font partie de la haute société de Russie. Et Lévin fait partie de cette haute société, mais il est un petit peu marginal. Il se tient à part parce que il se sent vraiment très mal à l'aise en société et il préfère vivre dans les champs avec les paysans, à réfléchir à comment s'occuper de son domaine. Et il est également amoureux d'une femme qui n'est pas amoureuse de lui. Et Anna Karénine va également tomber amoureuse d'un autre homme qui n'est pas son mari, rien à voir avec Lévin, encore un autre. Il y a beaucoup de personnages. Bref, je vais pas m'embrouiller à vous raconter l'histoire, ça serait beaucoup trop long. Mais ce que je veux dire sur ce livre, c'est que c'était vraiment une lecture extraordinaire. C'est magnifiquement bien écrit, c'est passionnant, ça se lit à une vitesse incroyable. Vraiment, ne vous laissez pas effrayer par la taille de ce livre. C'est pas compliqué à lire, c'est vraiment pas compliqué à lire, c'est très beau. Il y a une précision et un talent dans la description des personnages qui est incroyable. Vraiment, c'est des personnages qui sont chacun très fouillés, super complexes. On rentre dans la tête plus ou moins. Des personnages dont on connaît vraiment tous les sentiments, donc notamment Lévin, qui est un personnage qu'on suit énormément dans le livre, beaucoup plus que Anna Karénine d'ailleurs. Un personnage que j'ai adoré, dans lequel on pourrait reconnaître un petit peu l'auteur. Voilà,
il utilise le personnage de Levin pour exposer un petit peu ses idées sur la vie, ses idées philosophiques, etc. Levin, c'est un personnage qui se pose beaucoup de questions existentielles, qui remet en question tout ce qu'il fait, qui remet en question tout ce qu'il est, qui même au moment où il est heureux, parce qu'il y a des moments où dans l'histoire où il possède tout ce qu'il a eu envie de posséder, qu'il a tout ce qu'il désire, mais même à ce moment-là, il se repose pas sur ce bonheur et il continue à se remettre en question et toujours à douter et à se demander s'il fait le bien et s'il vit de la meilleure manière qu'il peut. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, que j'ai trouvé magnifique en fait, vraiment magnifique. C'est des personnages qui sont uniques et pareil, le personnage d'Anna Karenine est très très beau d'une autre façon en fait, elle est plus mystérieuse. C'est vrai qu'on rentre jamais vraiment dans sa tête, c'est toujours à travers d'autres personnages qu'on la découvre, on la voit de l'extérieur et c'est un personnage qui inspire le respect, elle a une sorte d'élégance, d'intelligence vive, vraiment qu'elle contient parce que c'est quand même une société extrêmement machiste où la femme n'a pas trop sa place ni son mot à dire et on voit qu'elle contient cette intelligence folle et elle tombe amoureuse donc de Vronsky qui est un personnage avec lequel j'ai eu un peu plus de mal mais qu'on apprend aussi à connaître, qui est un personnage très orgueilleux mais ils vont vraiment vivre cette histoire d'amour qui est un petit peu vouée à l'échec finalement parce que c'est quand même une histoire adultère et dans la société russe de cette époque c'est extrêmement mal vu, surtout pour Anna Karenine. On va voir comment est-ce que tout pas son empire, mais c'est une femme qui est extrêmement respectée, qui vit dans une très belle maison, qui est vraiment au plus haut de sa beauté et de sa popularité et elle va tout sacrifier donc pour cette liaison avec Vronsky. Toutes les gens qu'elle connaît vont se retourner contre elle finalement et c'est vraiment une histoire magnifique sur bien sûr sur l'amour, sur la vie surtout. C'est vraiment très très beau, je vous le conseille. Si ça vous intéresse juste un petit peu, vraiment lancez-vous, c'est une aventure assez incroyable. Et le deuxième livre que j'ai lu en juillet, c'est Chanson douce de Leila Slimani. C'est l'histoire d'une nourrice, donc au début du roman on découvre qu'elle a tué les enfants qu'elle garde. J'ai un peu moins aimé Chanson douce, j'avais lu Dans le jardin de l'ogre un peu plus tôt cette année, que j'avais beaucoup aimé, et Chanson douce un peu moins, enfin beaucoup moins même. C'est vrai que c'est assez bien fait, donc Leila Slimani crée cette ambiance très très malsaine et qui met vraiment mal à l'aise, un petit peu comme dans Le jardin de l'ogre, parce que cette femme, donc, je sais plus comment elle s'appelle, Louise, pardon, donc Louise, on la comprend pas, bien sûr au début du roman on ne comprend pas son acte, mais à la fin c'est pas du spoil de vous dire qu'on comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Peu à peu dans le livre, donc elle s'occupe énormément des enfants et il y a plein de petits indices qui montrent qu'elle a vraiment un problème, elle prend son rôle très très à cœur, un peu trop. Le lien qu'elle a avec cette famille devient tellement fort, elle est tellement immiscée dans la vie de cette famille, elle fait tout pour se rendre indispensable et elle devient comme vraiment une sorte de meuble dans l'appartement qui appartient à la maison et elle est même plus vue comme un humain parce que même dans le rapport que les parents ont avec Louise, on voit quand même la relation entre les parents et la nounou qui n'est pas non plus très sain. Je dirais pas que ils ont vraiment mal fait, mais ils ne la respectent pas vraiment, ils ne la voient même plus comme un humain. Et cette femme qui vraiment m'a laissé une impression, je ne pourrais même pas vraiment expliquer, elle est vraiment très bizarre et à la fin du roman vraiment ce qui m'a manqué, ce qui m'a gênée c'est que elle reste un mystère, vraiment j'ai pas du tout compris son acte, même si c'est vrai qu'il y a une montée en puissance, ça va être pire en pire. J'ai trouvé que voilà, ça sortait un peu trop de nulle part cet acte là, j'aurais aimé qu'on comprenne mieux, qu'on voit plus son passé, etc. Ça m'a un peu manqué. Mais sinon, l'ambiance est quand même très bien faite et c'est toujours très bien écrit. Donc voilà, une petite déception, mais je lirai quand même son prochain livre s'il y en a un autre, parce que c'est une auteure qui m'intéresse énormément. Voilà, c'est tout pour mes lectures de juin et de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.